spécialiste du CIR, du crédit d'impôt recherche, et du CII, crédit d'impôt innovation, me semble-t-il. GSA Prado, qui est un grand assureur du territoire, AXA, vous le découvrirez. Et évidemment, le cabinet d'avocats d'affaires Akeos. Et c'est à lui que je vais donner la parole. Maître Mathieu Pointu, merci de me rejoindre. Vous pouvez passer à ma gauche. Maître Mathieu Pointu, on va revenir au direct sur l'écran, s'il te plaît Thomas. Merci d'être là. Et nous allons entamer le premier vrai sujet technique de ce Feedmed Riviera, puisqu'on va parler ensemble d'ICO, de crypto-monnaie, de token, et puis de Libra, puisque l'actualité nous offre un formidable outil de communication, puisque avant-hier, me semble-t-il, un certain Zuckerberg, Marc, je crois de son prénom, a annoncé la création d'une crypto-monnaie. Maître Pointu, merci d'être là. En deux mots, Akeos, cabinet, société d'avocats d'affaires basé à Marseille, mais qui rayonne sur le territoire. En deux mots, vous avez aussi une action sur le territoire du 06. En deux mots, le cabinet d'avocats Akeos, c'est un cabinet très actif dans le secteur de l'innovation et du financement de l'innovation, donc tout à fait en ligne avec la manifestation d'aujourd'hui. Un cabinet structuré en pôle de compétences dédié aux entreprises, avec un pôle droit social, un pôle IP-IT, une négociation de brevets, et un pôle droit des sociétés, financement, levée de fonds. Parfait. Merci Maître, et vous serez évidemment à la disposition de tous si certains veulent vous poser quelques questions tout à l'heure. Alors, crypto-monnaie, voilà un mot un petit peu bizarre qui est dans notre jargon, dans notre sémantique depuis quelques années. On rappelle en deux mots, même si je sais que nous avons ici des spécialistes, la crypto-monnaie versus la monnaie fiduciaire. La crypto-monnaie, ça ne répond pas à un État régulé, ça ne répond pas à un État centralisé. En tout cas, ce n'est pas mis en place par un État centralisé, mais ça répond à une logique de marché, d'offre et de demande. Ça répond tout d'abord à une volonté profonde de décentralisation et de rupture avec l'organisation traditionnelle qui se fonde sur un tiers de confiance. Là, la confiance est placée dans la communauté. C'est le concept même du fonctionnement de la blockchain, sur lequel sont basées ce qu'on appelle les crypto-monnaies, crypto-devises et crypto-actifs. Crypto-monnaie dont la plus connue étant le Bitcoin, évidemment. Historiquement, celle qui fait aussi beaucoup parler dans les médias avec une très très forte volatilité. Une autre des plus connues, très utilisée aussi, c'est l'Ethereum, un petit peu plus récente puisqu'elle date de 2014. Et celle qui fait sa grande arrivée dans le bain des crypto-monnaies, qui est le Libra, qui est propulsé par Facebook, qui n'est pas la monnaie de Facebook. Facebook lance ou sponsorise le lancement de ce crypto-actif en vue de faire du business, évidemment. Mais le business que fait Facebook, c'est la commission sur transaction et la commercialisation de ce que l'on appelle les wallets, les portefeuilles numériques qui permettent de stocker ces crypto-actifs. D'accord. On a brossé le tableau évidemment très rapidement de ce que sont les crypto-monnaies. Je vais vous citer une phrase du président de l'AMF. C'était l'an dernier. Et ça va nous amener à l'autre sujet qui est finalement comment on peut financer vos startups, nos startups avec de la crypto-monnaie. Le président de l'AMF disait en 2018 la tokenisation, encore un bel anglicisme, de la finance est une tendance lourde qu'il convient non pas de combattre, mais d'accompagner par un encadrement qui permette son essor dans un cadre sécurisé. Ça va nous amener à parler de la loi Pacte, maître, mais aussi de cette trajectoire qui a 2-3 ans. On a vu il y a 3 ans, en 2017, 2 ans donc, un fonds d'investissement, Truffle Capital, pour ceux qui le connaissent, faire une première levée de fonds par ICO. Et l'ICO est arrivé. Maître Pointu, en quoi l'ICO peut révolutionner le financement de nos startups? Comment on lève des fonds en ICO? En réalité, l'ICO n'est pas une totale révolution. L'élément innovant, c'est surtout la remise de biens divers et variés en contrepartie d'éléments de nature monétaire. La révolution, ou plutôt l'évolution, vient de la création ex nihilo de ce nouveau mécanisme qui petit à petit devient encadré, régulé, appréhendé par les acteurs classiques, avec en rôle central l'AMF, en sa qualité de régulateur, qui vient
qui intervient pour essayer de cautériser la plaie d'un certain nombre de dérives qui ont pu arriver sur les ICO. Les statistiques sont assez parlantes. Sur le nombre total d'ICO, qui n'est pas non plus si On a une important idée que du ça. nombre sur une année Sur une année, on parle de à peu près 1500 en 2017. en France. En France, beaucoup moins que ça. D'accord. Sur ces 1500, 99% des gains ont été réalisés sur moins de 10% des ICO. 20% étaient des arnaques, pures et simples. Donc tous ces éléments-là ont amené, au-delà du fait d'avoir compris au niveau politique qu'il y avait un véritable avenir sur cette technologie, ça a amené à impulser une volonté de régulation. Une régulation, on a oscillé entre l'absence totale de régulation, la confiance dans le marché et une régulation trop poussée sur un système qui ressemblerait à ce qui existe pour les IPO, qui est donc le pendant equity de l'ICO. On est donc arrivé avec la loi Pacte sur quelque chose d'un peu bâtard, mais de peut-être efficace, avec une intervention de l'AMF, dont le rôle principal n'est pas tant de sanctionner les acteurs qui sortiraient un petit peu des clous, mais surtout d'informer le public, d'informer les investisseurs et de s'assurer que l'information et la qualité des projets qui sont financés est clairement donnée à l'ensemble des investisseurs. Donc pour être encore plus pragmatique et plus opérationnel dans nos propos, aujourd'hui, un VC qui souhaiterait investir ou mettre des fonds dans l'equity d'une start-up peut le faire. Il reçoit un visa de l'AMF. Comment ça se passe ? Alors, c'est le projet qui reçoit un visa de l'AMF. L'ouverture à un certain nombre déterminé de fonds, ou en tout cas de typologie de fonds, est issue de la loi Pacte. Donc des fonds communs de placement dans l'innovation ont la possibilité d'avoir jusqu'à 20%, ce qui est beaucoup quand même, de leurs actifs en crypto-actifs. Et l'intervention de l'AMF arrive du coup vient structurer un phénomène de levée de fonds qui ressemble à une IPO, c'est-à-dire qu'on réfléchit au projet, il y a tout un travail pour l'entrepreneur au préalable pour structurer son projet, de se dire ok, j'ai un besoin de financement, qu'est-ce que je peux remettre en face ? Donc est-ce que je remets un token type equity ? Est-ce que je commence de la pré-commercialisation en mettant derrière le token ma prestation de service ou les biens que je vais développer avec l'argent que je vais lever ? Passer cette réflexion-là, je dois identifier les facteurs de risque de mon activité, ce qui est toujours un exercice intéressant à faire, le coucher sur ce que l'on appelle un white paper, qui est plus ou moins l'équivalent d'un document de référence, le soumettre au visa optionnel obligatoire de l'AMF pour pouvoir après lancer ma levée de fonds. Visa optionnel obligatoire, pourquoi ? Parce que pour pouvoir, depuis la loi Pacte, s'adresser au grand public pour effectuer sa levée de fonds en crypto, j'ai l'obligation d'avoir ce visa. D'accord. Ok, et tout ça, cette chaîne de valeur prend combien de temps ? Alors, on annonce quelque chose d'assez court pour le visa, puisqu'on annonce des temps records de traitement pour l'AMF de 20 jours ouvrés entre la réception du dossier complet et la délivrance du visa. Le processus préalable, il faudra compter un petit peu plus de temps et sur une opération qui peut durer jusqu'à 6 mois, voire 9. D'accord. Et donc, on rencontre exactement la même problématique qu'on pouvait rencontrer dans du financement traditionnel d'ampleur via les marchés. C'est que pour pouvoir lever, il faut déjà avoir de l'argent. Est-ce qu'on commence à mettre une espèce de recul sur les premiers ICO sur notre région ? D'abord, y en a-t-il dans la région ? Ou y en a-t-il eu ? Pas à ma connaissance. Bon, c'est intéressant. Donc on défriche bien un sujet là. On connaît un certain nombre de projets. En fait, beaucoup de projets étaient en stand-by en attente de voir ce que la régulation allait donner. L'AMF a déjà annoncé qu'elle avait reçu plus de 60 projets sur lesquels elle va devoir se prononcer pour mettre son visa. Donc, bien que la loi soit entrée en vigueur, l'AMF n'est pas encore prête à délivrer ses visas, qui a priori seront donnés à partir du mois de septembre. Donc on s'avance vers quelque chose qui va probablement prendre un essor assez fulgurant au cours de l'année prochaine. D'accord. Avant de continuer, y a-t-il des questions sur ces sujets qui commencent à être un tout petit peu techniques ? Souhaitez-vous vous exprimer ? Avez-vous une expérience, une question sur l'ICO, les tokens, la crypto ? Non ? On continue ?
Maître Pointu, on a l'habitude de dire que ce sont les marchés asiatiques qui sont les plus matures à la crypto-monnaie. Est-ce qu'une entreprise de ce territoire peut aller chercher de l'argent en Asie? Oui, bien sûr. Comment elle fait? Il faut qu'elle trouve des prestataires sur place. C'est ça la complexité. C'est pour ça que pas mal de boîtes françaises qui ont fait des ICO l'ont fait aux États-Unis, en Suisse, beaucoup, jusqu'à ce que le cadre réglementaire arrive en France. Une des difficultés qu'on rencontre dans les ICO est liée à la tokenisation, c'est-à-dire ce que l'on met derrière. Il y avait une grande incertitude sur le traitement comptable et fiscal de ces éléments et la grande volatilité du cryptoactif derrière. Si je fais une levée le jour où le Bitcoin est à 20 000 $, la veille d'un gros crack où il descend à 5 000, je vais avoir un peu du mal à monétiser tout ça. Les fonds en argent fiduciaire que je vais utiliser pour mon développement ne vont pas me permettre d'honorer l'ensemble des tokens que j'ai émis, et ces tokens vont perdre de la valeur, vont moins s'échanger. Derrière, c'est l'échec annoncé. Une très grande volatilité du prix du Bitcoin. Aujourd'hui, il vaut combien? Aujourd'hui, il est aux alentours de 10 000 $. Il a été émis à... Il a été émis à rien du tout. D'accord. Il a été émis à rien du tout. Une des premières transactions, c'était 100 000 bitcoins contre 2 pizzas, ce qui est à peu près l'équivalent de C'était pas mal ça, pour financer nos liquidités en pizza. Plusieurs dizaines de millions d'euros maintenant, hein, ouais. et à l'époque ça ne valait rien. Ouais. C'est un des éléments que vient, entre guillemets, essayer de corriger le fameux Libra, qui, à la grosse différence de l'Ethereum ou du Bitcoin, lui sera indexé sur un panier de valeurs, un fonds que va constituer l'organisme sans but lucratif qui a vocation à gérer le Libra. Fonds qui est censé donc être composé d'actifs jugés stables, donc le dollar, le sterling, l'euro, quelques obligations d'État, avec une parité fixe, une unité de compte de ce fonds égale un Libra. Ça coupe un peu l'herbe sous le pied de la spéculation, ce qui en fait probablement une crypto-monnaie qui pourra s'avérer utile dans le cadre de levée de fonds. Ce qui n'est pas l'objectif du lancement de Libra par Zuckerberg. Non. Mais est-ce qu'un jour on pourra lever des fonds, ici une start-up qui est présente pourra dire qu'elle a levé en Libra? Ça sera possible? Ce sera possible. C'est pas certain non plus. Il y a encore d'autres acteurs qui vont nécessairement arriver sur ce marché. Je pense principalement à Google. Qui va arriver aussi sur le marché? C'est certain. C'est certain. Donc avec peut-être une autre façon de réfléchir l'économie générale de la crypto qui sera lancée. Pour Google, c'est assez clair. En faire véritablement un équivalent d'une devise traditionnelle, avec une simplification, une accélération des flux, avec l'idée de base de Mark Zuckerberg, c'est de dire on devrait pouvoir payer aussi facilement avec son téléphone portable que l'on envoie un SMS. D'accord. Ce qu'on peut faire aujourd'hui avec une monnaie fiduciaire derrière, et on peut le faire demain avec une crypto. Oui, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. D'accord. Question sur tout ce que nous a dit Maître Pointu, qui sera évidemment à votre disposition tout au long de la matinée. Oui. Vous vous présentez, je vous donne le micro, on vous entendra dans la vidéo. On vous entendra dans la vidéo. Bonjour, je suis François Badeau, donc fondateur de B2Bot. J'avais une question sur les ICO, sur le niveau de levée, en fait, à quelle valeur minimum, en gros, il y avait des ICO qui démarraient. En fait. C'est un peu le même sujet que sur le levée de fonds classique. Pour faire une ICO qui fonctionne, il y a des coûts nécessairement qui doivent être engagés, surtout au vu de la réglementation, enfin de la régulation actuelle. Rédiger correctement son livre blanc, structurer sa société, puisque dans ce livre blanc, ce qui est attendu par l'AMF, c'est une description des facteurs de risque de l'activité. On ne les invente pas, on est obligé de faire des études de marché pour ça, des études concurrentielles, une explicitation de la gouvernance, assurer au maximum la sécurité des fonds levés, la sécurité de l'activité, la sécurité des systèmes d'information. Donc tout ça, ça engendre un certain nombre de coûts, ça s'étale sur un certain délai, ce qui fait que pour que ça devienne intéressant, il faut aller chercher un montant minimal.
on ne va pas le faire pour quelques centaines de milliers d'euros. Après, la régulation laisse quand même la porte ouverte à des petites levées de fonds en crypto, dès lors qu'on ne veut pas aller chercher le grand public. On peut toujours faire, donc selon la dichotomie classique, l'appel public à l'épargne ou l'appel à un cercle restreint d'investisseurs. Si je suis dans le cadre du cercle restreint d'investisseurs, je peux lever le montant que je veux, je n'ai pas besoin de visa, je n'ai pas de problème. Donc, je pourrais lever même 250 000, un équivalent de 250 000 euros, tout seul dans mon coin, assez rapidement, à partir du moment où j'ai dans mon cercle de connaissances des investisseurs qui possèdent des cryptos. Non, par exemple, pour reprendre votre question, si des business angels pouvaient avoir accès à la crypto, ils pourraient le faire sans visa et le faire comme ils le font aujourd'hui. Complètement. Ça répond en partie à votre question? Bon, s'il y a des business angels. Peut-être un des derniers points, et on posera une dernière question s'il y en a une. La loi Pacte, elle s'est emparée du sujet, et de bien d'autres. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce que nous attendions, c'est-à-dire de la sécurité après les arnaques dont vous avez parlé, est-ce que la sécurité est optimisée aujourd'hui? On peut y aller, entre guillemets, pardon de l'expression que je mets entre guillemets. Est-ce que c'est aujourd'hui un véritable axe de développement, de financement pour nos startups? C'en est un, et en fait la loi Pacte arrive un petit peu en bout de course. Le premier élément qui devait intervenir et qui est intervenu, c'est un règlement de l'autorité des normes comptables qui nous a indiqué comment comptabiliser les tokens. Et comment on les comptabilise? Et bien, en fonction de la nature du service qu'il y a derrière. On peut émettre un token avec un service non identifié derrière. C'est un produit. Donc, c'est imposé à l'impôt sur les sociétés, ce qui est quand même un petit peu moins intéressant qu'une levée de fonds classique. On peut avoir un token qui soit de la dette, de la même manière qu'une obligation peut l'être. Donc ça, c'est de la dette. Et quand on se lance dans une levée de fonds en pré-commercialisation, donc avec des tokens qui représentent un bien ou un service qu'on est censé délivrer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ce sont des produits constatés d'avance. Et donc, on constate l'encaissement. D'accord. Et on sera imposé plus tard. Donc ça sera en fonction de ce qu'il est censé financer. C'est ça. Très bien. C'était pas très clair. Hein. Là, ça devient assez ça clair. devient très clair. On ne savait pas où mettre le token dans le bilan. On sait à peu près aujourd'hui. Maintenant, on sait. Le deuxième élément qui est venu clarifier un petit peu les choses, c'est la loi de finances pour 2019, qui nous indique comment on est fiscalisé, comment l'investisseur est fiscalisé en fonction de la façon dont il obtient sa crypto. Un achat, une revente. La loi constate maintenant qu'il s'agit bien d'une valeur mobilière, donc d'un meuble incorporel, à ce titre taxé à la flat tax. Sauf si pour les activités, les tokens, les crypto-actifs qui seraient issus d'une activité de minage, qui eux seront imposés de manière activité de minage. Donc l'activité de minage qui consiste, pour l'exemple le plus classique c'est le Bitcoin, à mettre à disposition de la chaîne de blocs de la puissance de calcul pour valider toute la chaîne, et on est rémunéré pour ça par une petite fraction de Bitcoin, et cette petite fraction de Bitcoin que l'on obtient, on est taxé dessus en bénéfices non commerciaux. C'est un sujet dont on pourrait parler un bon moment. C'est un sujet assez complexe, et la loi Pacte vient entériner tout ça, Bon. caler les définitions, le rôle des différents acteurs, donner la possibilité aux sociétés qui veulent lever des fonds en crypto, de pouvoir identifier qui sont les accompagnateurs idoines, puisqu'il y a un nouveau statut qui a été créé, celui de prestataire de services sur actifs numériques, visé et agréé par l'AMF. Donc un gage de confiance pour éviter, lorsqu'on est la société qui veut lever des fonds en crypto, de se faire arnaquer aussi. Et ce prestataire, ça peut être un avocat? Non, c'est pas prévu. Bon. Donc il faut en tout cas un bon avocat. Merci Maître Pointu. Une dernière question avant de terminer ce plateau télé. Quelqu'un veut s'exprimer sur le sujet parmi les startups qui sont là? C'est peut-être comme ça que vous financerez votre développement demain. Écoutez, merci. On est au cœur de l'ADN du FeedMed. Là, on a peut-être anticipé sur le sujet qui viendra faire se développer nos startups demain. Merci Maître Pointu de ces éléments très techniques parfois, mais très intéressants. Merci beaucoup. On peut vous applaudir.